Et c'est perdu pour tous les chroniqueurs de l'équipe du soir. Le score final est de 3-2 en faveur du Bayer Leverkusen. Nice doit-il se séparer de Patrick Vieira? Jingle. Les têtes tombent à l'équipe du soir. Bah, il y a un oui de Giovanni Castaldi qui n'a pas fait la P1, voilà. Et il y a un nom de Raymond Domenech. Moi j'aimerais bien qu'on inverse. Hein, ça vous fait rire? Non, c'est Étienne qui... Excusez-moi Raymond, c'est Étienne qui me fait rire. Et dans son rôle, il est bien. Giovanni, oui. Vous avez 30 secondes pour avoir la tête de Patrick. Ouais. Avoir une mauvaise passe, ça arrive. Julien Stéphan a une mauvaise passe actuellement à Rennes, mais au-delà des résultats, moi, ce qui m'interpelle, c'est le contenu des matchs de l'OGC Nice. C'est une équipe qui est peu séduisante. Je vois pas de mode opératoire, et j'ai surtout l'impression que Patrick Vieira n'a pas pris la mesure de son groupe. J'ai pas l'impression qu'il soit spécialement écouté, qu'il a pas d'emprise. Pour Nice, c'est extrêmement important parce qu'on doit lancer un projet. On a quand même la sensation que c'est pas l'homme qu'il faut pour porter ce projet-là et faire briller Nice. On a plutôt l'impression d'une fin de cycle. Ok. Raymond, c'est non. Moi j'aime bien les impressions toujours. On a l'impression que, je veux dire, on se pose des questions. À chaque fois qu'il y a une série de mauvais résultats, c'est l'entraîneur. On ne regarde pas que cette équipe elle a été amputée par de nombreuses absences, avec le Covid, avec les blessures, avec quelques suspensions. Qu'elle a une équipe très jeune, c'est 22, 23 ans aujourd'hui de moyenne d'âge. Qu'elle a une espérance de vie très longue et que dans 3-4 ans, cet effectif-là peut être très très performant et qu'il faut le laisser se mettre en place et travailler. Et si on change à chaque fois d'entraîneur, on aura exactement le même problème avec le suivant. Ok, c'était la réponse de Raymond Domenech, qui, je rappelle, on ricanait comme ça, est le président du syndicat des entraîneurs des Français. Non, non, en France. des entraîneurs. Des entraîneurs, excusez-moi. De France. De France. De France. Français. Et de Naples. Non, je savais que j'allais rappeler le titre et que c'était un peu approximatif. Compte Twitter de l'équipe du soir. Votez pour qui? Vous votez pour Raymond qui dit non, vous votez pour Giovanni qui a dit oui. La présidente est demandée. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec Patrick? Eh bien, Raymond a de bons arguments. Mais je suis plutôt de l'avis de Giovanni. Ah, pourquoi? Parce que je trouve que Nice ne progresse pas depuis longtemps. Et que c'est pas juste sur la série de matchs-là, c'est depuis plusieurs saisons. Voilà, je vois pas de progrès dans le jeu, de progrès individuel des joueurs. Alors, il y a des circonstances atténuantes, évidemment, mais j'ai pas l'impression que ce soit le bon club pour Vieira. Je pense qu'il peut être un très bon entraîneur, mais peut-être avec un autre effectif de joueurs plus confirmés, justement. Ok. Donc, point Giovanni Castaldi. La jeunesse, et notamment ce soir sur le terrain, c'était un argument employé par Raymond Domenech. C'est vrai, hein, Lotomba 22 ans, Bambou 23 ans, Dani Houk, défenseur central 19 ans, Ensoki 21 ans, Maolida sur le côté, Claude Maurice 21, 22, Gouiri 20 ans. Beaucoup de jeunes joueurs. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être mis pour la défense de Patrick Vieira? Étienne Moiti. Pour la défense de Patrick Vieira, il y avait Raymond qui était assez bon, donc qui nous a expliqué qu'à Nice, il y avait eu le Covid, des blessés, des suspensions, ce qui n'arrive dans aucun autre club. Donc, mais Raymond est dans son rôle et je le comprends. Je rappelle, sur un effectif très jeune. D'accord. Ouais, effectif très jeune, non, mais c'est vrai. Le seul joueur d'expérience qu'ils avaient, Dante, qui s'est blessé, justement, qui stabilisait un petit peu tout. Et quand on dit qu'ils n'ont pas progressé, l'année dernière, je rappelle quand même qu'ils se sont qualifiés pour une Coupe européenne. Qu'ils ont raté ici, mais qu'ils sont personnellement, j'avais commencé juste par une petite pique sur ce que tu avais dit, mais sur le reste du développement. Moi, je trouve que ce qui plaide pas pour Patrick Vieira, c'est ce qu'il y avait un peu avant à Nice comme entraîneur. On sentait un club qui était dans une phase de progression au niveau du jeu, au niveau de ses résultats. Bon, et c'est vrai que de ce point de vue-là, il y a une stagnation, presque un peu un début de régression, même si évidemment ils se sont qualifiés la saison dernière pour une Coupe d'Europe. Donc c'est vrai qu'il y a des doutes aujourd'hui sur le projet. Mais moi, je dis pas qu'il faut se séparer de Patrick Vieira, mais il y a des doutes. À Nice, Bertrand Latour, envoyé spécial, vous êtes dans la salle de presse. À mon avis, une question va être posée sur le sort de Patrick Vieira, vu l'ambiance, vu la mauvaise série, 5 défaites consécutives. Bonsoir. Bonsoir Bertrand, votre sentiment?
Mon sentiment, c'est que je suis globalement en désaccord avec tout le monde, sauf avec Raymond Domenech. Qu'il y ait des problèmes à Nice, c'est une certitude. Sur le match du soir, ils ont quand même perdu contre une équipe qui leur est bien supérieure, une équipe qui est invaincue dans le championnat allemand, qui a des joueurs de grande qualité. J'ai pas vu une équipe qui avait lâché son entraîneur, pas du tout. Je trouve que franchement, à mon sens, il y a largement plus d'un but d'écart entre ces deux équipes et le score l'aurait plutôt flatteur. Mais j'ai vu une équipe qui s'est plutôt battue, qui a été menée 1-0, qui est revenue, qui a été menée 2-1, qui est revenue, qui a même quelques situations ensuite en fin de rencontre, très poussive évidemment parce que Nice n'est pas au niveau du Bayer Leverkusen, mais j'ai pas l'impression ce soir que les joueurs aient lâché leur entraîneur. Pour ce qui est du bilan plus global de Patrick Vieira, j'ai pas forcément envie de le défendre plus que ça, mais rappelez quand même que sur les 10 joueurs de champ, il y en a 6 qui n'étaient pas là la saison dernière. Quand on parle de fin de cycle, c'est plutôt le début d'un nouveau cycle. J'ai vu beaucoup de joueurs qui, à mon sens, sont encore pas prêts. Les 3 axiaux sont de jeunes joueurs. Pour certains, ils sont pas encore arrivés en Europe comme Bambou. Pour d'autres, certains, je pense, n'ont pas le niveau. Non, si Nice perdait dans de larges proportions face à Reims, j'aurais peut-être un discours différent. Mais là, en tout cas, le match de soir ne m'apprend rien, si ce n'est que Leverkusen a une meilleure équipe que l'OGC Nice, et de très loin. Ok, merci Bertrand. Éric Blanc n'a pas parlé. Qu'en pensez-vous sur le sort de Patrick Vieira ? Enfin, moi, d'abord, je les vois pas tout le temps, mais c'est très clair, ils ont un style de jeu. Mais sauf qu'ils ont une équipe très très jeune qui a un déchet technique, mais c'est du City. Quelque part, c'est quand même... Non, mais dans l'expression collective. Je vais pas les comparer à City, mais c'était ça. Ça fait 4 ans, ils se déplacent, ils veulent jouer à une touche de balle, ils repartent de derrière, ils perdent des ballons, ça manque de maturité, on va dire que c'est une nurserie. Mais pour moi, Vieira, il est bien dans ce club et pour ce projet, si tu lui laisses 3 ans. Si le nouveau patron d'Ineos demande des résultats tout de suite, il est clair qu'il n'est pas à sa place et qu'il faudra le changer. Parce que son équipe manque totalement d'expérience. Par contre, moi je les vois pas souvent, mais j'ai vu des joueurs à fort potentiel. Mais d'une naïveté, et de temps en temps, ils jouent... Ils sont pas invités dans ce jeu-là tout de suite, mais laisse-leur du temps. Ça peut devenir une équipe très intéressante. C'est ce que je pense. Maintenant, peut-être que le patron va dire non. On se fait éliminer trop vite, trop tôt. Je veux des résultats. Ben là, faut virer Vieira. Jean-Pierre River, président de Nice, président délégué, Julien Fournier, son directeur général et un peu directeur sportif, ont toujours un peu quand même soutenu leurs entraîneurs dans les moments d'effectifs. Ils ont senti que l'effectif 1 était touché, que leur entraîneur aussi était un peu touché, mais se laisse un délai de réflexion. Et là, on revient aussi au contrat de Patrick Vieira. Son contrat expire à la fin du mois de juin. Est-ce que ça aussi, ça peut le sauver ou pas ? Non, parce que les dirigeants niçois veulent peut-être gagner du temps, commencer, parce que pour le coup, Bertrand le disait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs, c'est des joueurs qui ont signé des longs contrats, peut-être qu'ils veulent déjà sélectionner un nouvel entraîneur pour partir sur un nouveau cycle et préparer cet effectif. Mais moi, ce qui me dérange avec Patrick Vieira, c'est qu'il a ses idées. Il a sa conviction. Il a envie de jouer un jeu de possession. En tout cas, Eric a vu des idées ce soir. Mais il a raison, parce que c'est une équipe qui veut tenir le ballon. C'est une équipe, on essaye d'avoir de la construction. Mais la force d'un entraîneur, c'est aussi de s'adapter à son effectif et tirer la quintessence de son effectif. Tu peux avoir tes idées, mais il y a un moment, ça marche pas. Et je suis navré de le dire, Nice a peut-être le ballon, mais qu'est-ce que c'est ennuyeux. C'est une des équipes qui a la possession la plus stérile du championnat de France. Que des passes latérales, aucune verticalité, j'ai aucune pas vu ça, moi, créativité. Ce soir. Non, mais peut-être pas. Ce soir, je suis d'accord avec Bertrand, c'était pas le pire des matchs. Aujourd'hui, ils n'avaient pas la possession. Hein. Ils ont eu, premier quart d'heure, c'était 70-30. On les ça s'est juge pas, fini 65-35. Non, mais c'est pas sur ce soir. Là où je suis d'accord avec Bertrand, c'est que tu peux pas les juger ce soir. Les Leverkusen est une bien meilleure équipe. Par contre, si tu les regardes depuis le début de la saison, c'est d'un ennui mortel, parce qu'à un moment, t'as Gouiri qui va prendre la balle, il va se passer quelque chose, mais dans la préparation, dans l'élaboration du jeu... Giovanni, gardez-en sous le pied, parce que Bertrand n'est pas tout à fait d'accord avec vous. Giovanni, je vous passe Bertrand. Je vous écoute, monsieur Latour. Non, je l'ai parfois en privé, Giovanni Castaldi, mais il est parfois plus brillant qu'à l'antenne. Non, mais sur le match de soir, Giovanni, sincèrement, on peut pas dire que Vieira ne s'est pas adapté à l'adversaire. Au contraire, moi, j'aurais plutôt tendance à reprocher à Vieira plutôt d'avoir eu une tactique assez défensive. Il y a cette défense à 3 qui était vraiment une défense à 5, puisque les deux joueurs qui sont sur les couloirs sont plutôt des joueurs à vocation défensive, Camara d'un côté et Lontomba de l'autre. Je sais pas, j'ai pas regardé, mais il doit y avoir au moins 60-70% quasiment de possession
possession de balle pour les Leverkusen. C'était très marquant en première, un peu moins en deuxième, puisque le Leverkusen a plutôt géré son 3-2. Moi, je trouve pas qu'il s'entête dans un jeu ou dans quelque chose de dogmatique. Patrick Vieira, peut-être qu'il trouve pas les leviers pour faire progresser des jeunes joueurs qui, pour certains, sont là depuis l'an dernier. Mais pour ce soir, je vois pas un entraîneur qui s'entête dans des principes de jeu de possession, puisque ce soir, franchement, ils ont opéré en compte, leur bloc était bas et c'était assez délibéré, puisque c'était le cas dès le début de la rencontre. Je vous passe Giovanni Castaldi, que vous avez parfois en privé. Mais non, Bertrand, aussi brillant que tu es aussi parfois en privé, t'as pas du tout écouté ce que je t'ai dit. Je te parle pas de ce soir. Évidemment que ce soir, ils vont pas tenir le ballon face à Leverkusen. C'est évident. Mais en Ligue 1, de manière générale, c'est une équipe qui tient la balle et qui n'a pas d'idée. Qu'il soit bloc bas face à Leverkusen, c'est pas une surprise, bien évidemment. Mais ce qui nous intéresse, c'est de juger sur la continuité. De Leverkusen-Nice, et pas un audit sur le GC Nice. Non mais on parle de la situation de Vieira, donc on peut pas le juger que sur le match face à Leverkusen. Ok. Eh ben voilà, on finira sur cet échange. À mon avis, ils termineront cette discussion en privé. Merci de vos infos. Jugeons-le sur la saison dernière où il a fini 6e, 5e ou 6e, où c'est qualifié pour la Coupe d'Europe. Raymond, le jugement va tomber de toute façon. Raymond face à Giovanni. C'était une saison particulière qui quand gagne. même, vraiment. Mais on je y veux va. dire, quelque part, en plus, ils n'ont aucun intérêt à le faire partir maintenant. Je veux dire, à 6 mois de la fin de son contrat. Ah oui, il est à 6 mois, là, il finit. Bon, bah écoutez, sa tête vient de tomber dans la sueur. Vient de rouler dans la sueur. Patrick Vieira, oui, Giovanni Castaldi. Les entraîneurs, ils n'ont aucune chance. Vous mettez n'importe quel entraîneur là et il tombe. C'est vrai. Même quels que soient ses résultats. C'est vrai. Pas toi, Raymond. Pas toi. Alors là, je prends les paris, on l'essaye et on met n'importe qui. Bah non, sur dit Jürgen Klopp, on va pas aller jouer. Est-ce qu'on peut faire juste un petit sondage express sur le compte Twitter, juste après les infos là. Guardiola. Du championnat, il y en a 15 qui tombent. Alors, donnez-nous un. Ouais. En France, il n'y a que Galtier qui peut s'en sortir. Ouais, donc, bon, donnez-nous un. Tourelle depuis hier. Ouais. Depuis hier seulement. Ouais, donc. Et puis tout le reste, si on les met là, sous la guillotine, ils y passent tous. Villas-Boas, on se fait un truc. Ils passent avec. C'est vrai, il passe. Mais il passe. Villas-Boas, est-ce qu'il doit quitter ses fonctions? Est-ce qu'il doit démissionner? On y va, contre Twitter, on fait une simulation. Non, virez. Avec indemnité. Je pense qu'il devrait être viré. Ok, on va voir. Voilà. Villas-Boas, voilà. 50%. Est-ce que vous pensez qu'il doit être viré? Ok. Mettez-les tous. Bon, bah voilà, c'est la théorie Raymond Lemecq qu'on va vérifier dans quelques minutes et en direct. Le JT Express, à présent, Lille est qualifié pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Ils ont eu chaud, les Lillois. Est-ce que c'est actuellement le LOSC le meilleur club français ou pas? Actuellement, vous me dites. Plus fort que le PSG qui a battu hier Manchester. PSG, ouais. Si, vous en savez pas. PSG. Surtout qu'ils ont connu un déclic, je crois. Donc, Non, mais Paris a quand même un effectif supérieur, des joueurs que Lille n'a pas. Même si là, j'ai beaucoup aimé quand même ce qu'a fait Lille, parce que c'est en réaction, ils vont chercher cette victoire. Il y a le doublé de Burak Yilmaz. Il y a juste un truc qui m'a déplu, c'est Yazice qui sort, qui est agacé, qui veut pas serrer la main de son coach. Et son équipe, quand il sort, Lille est mené 1-0. Burak Yilmaz, il rentre, il fait gagner son équipe, il met un doublé. Galtier est-il menacé? Non. Non, demandez à Raymond. Non, mais c'est l'état d'esprit. Je l'ai bien pas. Lui, il est. Ouais. J'ai dit non. Didier Deschamps, ce soir, a tenu à féliciter Olivier Giroud pour son quadruplé, Virginie. Giroud qui, comme à son habitude, a fait taire les mauvaises langues. L'attaquant a su répondre avec panache à toutes les critiques sur lui. Abonné au banc de Chelsea habituellement, c'est lui qui a marqué les 4 buts des Blues face à Séville hier. Une prouesse qui n'est pas passée inaperçue auprès du sélectionneur de l'équipe de France. L'analyse, elle est faite par rapport à l'opposition. Et quand c'est un match de Ligue des Champions comme là, par rapport à cette équipe de Séville qui est très performante, ça met plus en valeur la performance. Même si, bon, je suis content pour Olivier parce que évidemment déjà le fait qu'il ait le plaisir de débuter un match, ça lui arrive pas souvent. Et puis la qualité de ses 4 buts qui prouve bien qu'il a un registre complet. Voilà, c'était l'hommage de Didier Deschamps. Ça vous fait rire, Didier Deschamps? Qu'est-ce qu'il y a? Il est pas drôle, il parle de son Giroud. Virginie disait oui, il fait taire les critiques. En fait, c'est pas qu'on est critique, on fait juste le même constat, c'est qu'il joue jamais en club. Et quand il est en équipe de France, il est bon. Donc c'est pas qu'on juge négativement Olivier Giroud, c'est que c'est vrai qu'il a un temps de jeu famélique avec Chelsea. Mais voilà, ce qu'il fait hier, c'est exceptionnel. Voilà, faut lui faire la première partie parce que sinon quand il arrive, je sais pas, il décourage surtout. Il monopolise. J'ai pas compris. Non mais là j'ai pas compris. Mais bon. André, non mais c'est pas grave. Si vous taquine parce qu'on a Étienne avait le même genre de réflexion dans la première partie, on a fait un débat sur Giroud. André
André Villas-Boas, Virginie, c'est le scoop du jour. Reconnaît avoir fait une erreur avec Luis Enrique. Vous savez, la pépite, Luis Enrique. Exactement. Même s'il a retrouvé le chemin des filets le week-end dernier, le début de saison de Benedetto est plutôt compliqué. Donc, pour concurrencer l'Argentin, l'OM s'était mis en quête d'un attaquant cet été. Plusieurs noms ont circulé. C'est finalement Luis Enrique qui a été recruté, sauf que le Brésilien n'a toujours pas marqué sous ses nouvelles couleurs. Alors pour AVB, il sera efficace sur le long terme, mais du coup, le coach veut un nouveau recrutement maintenant, pour le présent. Mercato, évidemment, nous a manqué 9 références. Là, on s'est peut-être raté, parce que Luis ne va pas être cette joueur qu'on avait pensé, avec la possibilité de jouer dans cette position. Il va falloir qu'on fasse quelque chose peut-être en janvier. André Villas-Boas se moque-t-il de nous parce que mais c'est surréaliste. Franchement, on l'avait averti quand même. Même en regardant des il est en train d'expliquer qu'ils ont recruté un joueur à quoi 12 millions d'euros. Oui. Et il ne savait pas très bien. C'est 8, il paraît. Les bonus. Il y a des débats là-dessus. Il y a des bonus. En tout cas, que ce soit 8 ou 12, il ne savait pas très bien en fait quelle était sa position. Ils se sont rendus compte. C'est ce qu'il explique en conférence de presse. Donc, oui, mais si tu lisais l'équipe, tu saurais. Je lis toujours l'équipe. Bah voilà, donc tu aurais lu dans l'équipe au lendemain de la clôture du mercato et même pendant le mercato que Villas-Boas, pendant tout le mercato, voulait un numéro 9, un vrai numéro 9, pour amener de la concurrence derrière Benedetto, et qu'ils n'ont pas réussi à faire, qu'ils étaient sur Darwin Núñez, que voilà, il y avait de la concurrence, il y avait des clubs qui prennent un joueur dont ils n'ont pas besoin parce qu'ils n'ont pas eu le. Et qu'après il y a eu ce prospect de Pablo Longoria qui voulait faire signer un jeune joueur sur le moyen terme, puisque c'est aussi ce qu'on lui a demandé, et que du coup voilà ils ont. Mais c'est surréaliste à deux niveaux, parce que d'abord ils prennent pas le joueur dont ils ont besoin, et que deuxièmement la situation financière de Marseille est extrêmement préoccupante, et plutôt que de vendre des joueurs, ce qui était quand même l'objectif qu'ils avaient, ils vont prendre un joueur, que ce soit à 8 ou à 12 millions d'euros, dont ils n'ont pas besoin. Bravo. Je me souviens d'un tweet de Raymond Domenech, le jour du transfert de Luis Enrique. Vous aviez mis ce petit message-là. Paradoxe marseillais qui demande du temps d'adaptation pour la nouvelle recrue Luis Enrique. De quoi faire sourire le jeune Ake. Parler Ake, il est vrai. Il n'y a pas de transfert à justifier pour lui. Quand arrêtons-nous les transferts? Vous vous souvenez de ça ou pas? Oui, je me souviens. Ouais. Oui, c'est moi qui l'ai fait, les mecs. Non, mais vous avez l'air surpris, là. Vous avez un temps d'adaptation, Raymond. C'est pour ça. Non, parce que j'attends la question qui va venir derrière. Non, la question... La question, c'est qu'est-ce que tu voulais dire par là? Non, mais sur les transferts, en fait. Qu'est-ce que vous sous-entendiez? En fait, moi, je dis... c'est Pablo Longoria pour faire un peu d'argent, un peu de business? Ben oui, je vois pas. En plus... Et se rendre compte que c'est pas le bon endroit, voilà, c'est pas le joueur qui voulait, personne savait qui c'était, en fait, puisqu'ils viennent de reconnaître maintenant que c'était pas celui-là. Il y en a peut-être un autre de Luis Enrique, mais peut-être qu'au niveau du transfert, ça marchait pas comme ça. Moi, je le dis, je le confirme, je suis pour l'abolition des transferts. C'est parce qu'on arrêtera ce système-là. Le mec, il a signé 2 ans, il reste dans son club 2 ans, voilà, et puis c'est tout, et on arrête. J'ai vu là les derniers chiffres, 420 millions d'euros qui ont été distribués sur les transferts internationaux sur l'année, là où il y en a eu beaucoup moins. Je veux dire, c'est des chiffres ahurissants à chaque fois, juste internationaux. C'est-à-dire que même pas les transferts dans les pays. Ces commissions, c'est un drame parce que c'est ce qui sert à faire monter les enchères en permanence. Et monter les enchères pour les joueurs, et les clubs vont payer, ils vont payer, ils vont s'arranger, puis ils vont payer encore plus de commissions. Je veux dire, on est dans un cercle vicieux. Comme ça, arrêtons les transferts, on arrêtera, et les joueurs seront comme les artistes, ils auront leur agent qui discutera tranquillement, et c'est eux qui payeront leur agent, il n'y aura pas de problème. Voilà. On arrêtera. Voilà pourquoi j'avais dit ça. Mais je trouve qu'en plus, par rapport à Ake, aller me chercher un joueur que personne ne connaît, puis alors qu'ils ont un jeune joueur, je trouve ça dommageable. Voilà. Foot en bref, Virginie. Oui, du foot en bref, puisque l'actuel 11e de Ligue 2 Dunkerque a été sanctionné d'une rétrogradation à titre conservatoire en fin de saison suite à sa dernière audition devant la DNCG, c'est la Direction nationale du contrôle de gestion. Le club qui a déjà prévu de faire appel s'est vu notifier un encadrement de sa masse salariale.
une interdiction de recruter et donc cette fameuse rétrogradation à titre conservatoire en fin de saison. Le ministre de l'Intérieur sur RTL ce matin épingle Griezmann et Mbappé, c'est-à-dire? Oui, il les épingle et rien à voir avec le foot. En fait, Gérald Darmanin est revenu sur les prises de position des sportifs au sujet des violences policières, notamment le fait que les 2 footballeurs soient publiquement montés au créneau après le récent passage à tabac filmé d'un producteur à l'entrée de son studio. Alors, sans toutefois les nommer, le ministre de l'Intérieur y est allé de sa petite pique. C'est insupportable. C'est-à-dire que les footballeurs, parfois les politiques leur demandent d'être exemplaires, de porter des messages sociaux, et quand ils le font, qu'ils s'offusquent de quelque chose, ensuite on va les condamner. Ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que les politiques, quand il faut taper sur les sportifs en disant c'est les vilains, c'est les méchants, etc., ils le font. Quand ils gagnent, ils sont bien contents de les soutenir, mais là c'est pareil, c'est à mémoire sélective. Donc c'est ridicule ce que vient de dire Monsieur le Ministre, avec tout le respect que je lui dois. Moi j'irais pas dans ce sens-là. Je trouve que quelque part, c'est vrai, il faut rééquilibrer les choses. Je suis d'accord que ce qui s'est passé, les violences policières, c'est scandaleux. Je veux dire, mais il y a 1 an ou il y a 2 ans, les policiers, quand il y a eu les problèmes, c'était tous des héros qui étaient là pour nous sauver. On est pareil avec les hospitaliers à l'heure actuelle. On les a totalement oubliés. C'était des héros il y a 3 mois. Et là, on est complètement... On a eu une société qui oublie tout très vite. Et on ne reste que sur le dernier événement. Et le dernier événement qui choque, c'est les violences policières. Mbappé et Griezmann, ils ont le droit. Ils ont le droit de s'offusquer qu'il y ait une généralisation sur sans qu'on leur dise. L'indignation sélective. On s'indigne sur un seul fait. Indignons-nous sur tous les faits. Et je suis d'accord. C'est scandaleux dans les 2 cas. Mais il n'y a pas de raison que tout d'un coup ils s'indignent sur un fait alors que oui, mais Griezmann et Mbappé n'ont pas dit les violences dont sont victimes les policiers, ça on s'en fiche. En revanche, les violences dont a été victime ce producteur de musique, ça nous intéresse. Ils ont réagi à une scène absolument violente et scandaleuse. Et les autres avant, elles existent aussi. Pourquoi il faudrait les stigmatiser? Il faut trouver l'équilibre. Je veux dire, et pas avoir la mémoire sélective. C'est ce qu'on fait nous. On reste sur l'événement, le dernier, et je suis d'accord sur ce coup-là. Mais si on parle tout le temps. Et on parle sur tous les cas. Et Raymond, dans ce cas-là, ça vaut pour les politiques, parce que les politiques 98-2018, ils sont bien contents d'avoir les Français. Par contre, quand ça va mal en 2010, et pour le coup... Non, mais ça, le sport, qu'il est toujours servi quand ça marche. Ben oui, mais les politiques reprochent aux footballeurs quelque chose qu'ils font eux-mêmes. Un coup, les footballeurs sont géniaux, et un coup, c'est les enfants terribles de la France. C'est pas possible. Neymar veut Messi. Hier, à Old Trafford, dans l'euphorie de la victoire, Neymar a été interrogé sur Lionel Messi. La question du journaliste était la suivante. Aimeriez-vous voir Lionel Messi jouer au Paris Saint-Germain? On l'écoute. J'aimerais rejouer avec Messi. C'est ce que je veux le plus. Pour profiter à nouveau de lui. Je le laisserai jouer à ma place, il n'y a pas de problème. Je veux jouer avec lui à nouveau, c'est sûr. Nous devons le faire l'année prochaine. Neymar vient-il de lancer l'opération Messi à Paris, au Paris Saint-Germain? 2 chroniqueurs pas d'accord. Jingle, on y retourne. Oui, Rico Blanco de La Plata. Non, Étienne Moati. Eric, opération Messi à Paris, c'est à vous. C'est le parrain, c'est le patron, c'est un architecte. Il a vu les malfaçons du PSG, donc il fait des réunions de chantier, il convoque tout le monde, même les patrons. Donc Messi, c'est son copain, il s'appelle de temps en temps au téléphone, je le suppose, et il y a une fenêtre de tir, parce que il restera peut-être 50-50, il y a City. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, ils peuvent très bien perdre Mbappé, c'est ce que je pense. S'ils perdaient Mbappé, il faut qu'ils fassent venir Messi. Pour eux, c'est maintenant ou jamais, vu l'état d'esprit de Messi, qui a, je pense, arrive peut-être en bout de cycle. Ok. Un autre architecte est demandé, Étienne Moati. Moi, j'aimerais bien croire à la belle histoire de Rico, mais malheureusement, j'y crois pas trop. Mais si à Paris... Franchement, ce serait un rêve, mais je ne crois pas qu'il va se réaliser. Neymar, il répond à une télévision argentine qui lui demande « Est-ce que vous avez envie de jouer avec Lionel Messi, de rejouer avec lui ?» Qu'est-ce qu'il va répondre d'autre que, évidemment, oui, j'ai envie tout de suite, j'ai envie qu'on aille jouer dans mon jardin, j'ai envie qu'on aille jouer au PSG, j'ai envie qu'on aille jouer partout tous les deux. Mais ça va être extrêmement compliqué. Messi gagne 80 millions d'euros par an. Aujourd'hui, au Paris Saint-Germain, ça me paraît tout à fait impossible dans les conditions actuelles et vu le déficit qu'a le Paris Saint-Germain.
Et en plus, il va rester à Barcelone parce qu'il y a des candidatures à la présidence du club et que chacun va lui promettre une grosse prime, un gros contrat. J'ai oublié mes cartons. Ah oui, je me disais, il vient pas le carton. C'est un carton jaune. Franchement, moi je me suis dit qu'il t'a débordé, j'y vais. Ah bah oui, mais vous êtes quand même averti. Et compte Twitter de l'équipe du soir, Éric Blanc, vraiment la mort dans l'âme, a dit. Moi, je préfère qu'il reste, mais évidemment. S'ils se mettent pas sur les rangs, il y a que 2 clubs qui peuvent le faire. Du coup, il a le droit du rap aussi. Éric, merci beaucoup du rap. Merci. C'est un jeu. Compte Twitter pour le oui. C'est Éric. Non pour Étienne Moati. Impossible, c'est impossible. La présidente penche pour qui ? Déjà, je suis un peu déçu que vous n'ayez pas vos cartons, parce qu'on est quand même des professionnels. Oui, je sais. On n'est pas là pour faire de l'amateurisme télévisuel. Je sais, merci. Quand je suis présidente, j'aimerais bien que vous mettiez au niveau, bébé. Très bien. Voilà, je referme la parenthèse. Est-ce qu'il vient de lancer l'opération Messi ? Je ne pense pas, puisqu'il l'avait déjà un peu lancé. Si on part vraiment d'opération Messi, l'été dernier, quand Messi allait partir et que Neymar, déjà, le téléphone sonnait régulièrement. Ils ont déjà dit l'un comme l'autre qu'ils avaient envie de rejouer ensemble, puisque Neymar, à un moment donné, allait revenir au Barça. Donc, je trouve pas que ce soit très nouveau comme déclaration, le fait que, comme disait Étienne, ils aient très envie de jouer l'un avec l'autre et qu'ils aient pris beaucoup de plaisir à jouer ensemble. Donc, je donnerais plutôt le point à Étienne, et je trouve que c'est pas une sortie anodine, effectivement, que c'est quand même un très fort appel du pied à ses dirigeants, comme pour dire, j'aimerais bien avoir autour de moi une équipe encore plus forte que celle qu'il y a aujourd'hui. Et puis, sachant aussi qu'on est toujours dans un rapport de force, puisque comme Raymond le rappelait, on est dans un foot de transfert de contrat, et que Neymar arrive en fin de contrat en 2022, et que donc là, les prochains mois sont décisifs, et qu'il est en position de force pour exiger des choses. Mais on n'en peut plus, là. On n'en peut plus d'autres arbitrages. Donc c'est quoi, là ? Donc je dis Étienne Moati. Juste une chose. Messi, je ne pense pas que Messi... Présidente, Messi, l'année dernière, c'est 700... Alors j'aime beaucoup. Alors, le point va à Eric qui m'appelle présidente. Et je lui donne 2 points. Messi, l'année dernière, c'est 700 millions. Ça fait, tu vois, plouf tout de suite. Tout le monde à la niche, tout le monde est rentré, il y avait déjà pas de sous. Tu viens de tutoyer, donc j'aimerais bien que... Florent Torchu à Barcelone, notre correspondant. Comment la déclaration de Neymar a-t-elle été perçue au Barça ? Bonsoir Florent. Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Vous connaissez nos amis barcelonais depuis que Neymar est parti, depuis le 2017. Chaque fait et geste de Neymar est épié. Alors forcément, là, c'était du pain béni pour eux. Depuis hier soir, ils en font des caisses dans les médias, dans la presse. Et sauf qu'ils ont un petit peu mal interprété les propos de Neymar, puisque eux, ça y est, ils voient déjà Neymar revenir encore une fois pour la énième fois au Barça. C'est pas tout à fait ça, même si voilà, le président intérimaire Carles Tusquets a déclaré tout à l'heure que il voulait bien récupérer Neymar, il fallait que ce soit gratuit. Donc voilà, vous connaissez les Catalans, ils ont une manière d'interpréter les choses qui est un petit peu différente de la réalité. Ok, merci beaucoup, mon cher Florent. Vous avez nommé Carles Tusquets justement sur la radio RAC Uno. Il a eu cette déclaration sur le fait de Neymar, Messi et tout ça du côté du Paris Saint-Germain. Écoutons-le. Économiquement parlant, j'aurais vendu Lionel Messi cet été. C'est quelque chose qui aurait nécessité un consensus avec le staff technique, et ça, ce n'est pas mon domaine. Mais d'un point de vue économique, économiquement, oui, cela aurait été souhaitable de le vendre. La Ligue de football professionnel exige certaines limites salariales, et vendre Messi aurait aidé en ce sens. Florent, je vous repasse la main. Aujourd'hui, finalement, le Barça serait prêt peut-être à vendre Messi parce qu'ils ne peuvent plus payer son salaire. C'est comme ça qu'il faut le comprendre ? Alors, c'est pas tout à fait ça. Il faut savoir que Carles Tusquets est président pour 2 mois jusqu'aux élections qui vont avoir lieu le 24 janvier. Là, voilà, on est dans un contexte de campagne électorale. Carles Tusquets, il n'a pas vraiment le pouvoir de décider si Messi peut rester ou partir. Il dit juste que lui, il aurait préféré le vendre pour ça aurait apporté effectivement un petit peu de beurre dans les épinards, puisqu'aujourd'hui, il faut savoir que le Barça a négocié avec les joueurs pour économiser 122 millions d'euros sur les salaires, que les salaires du mois de janvier et les bonus vont être reportés, vont être étalés sur plusieurs années. Donc, effectivement, le Barça est dans une situation compliquée et lui, il estime que la vente de Messi aurait été un bien pour le club. C'était Florent Torchu en direct de Barcelone, pas du Barça, de Barcelone. Attendez Eric, parce que Giovanni et Raymond n'ont pas parlé. Et je vais d'ailleurs me servir de l'un de vos arguments. Dans votre argumentaire, bien ficelé, notre architecte Éric Blanc disait Mbappé va partir, donc il faut le remplacer. Il y a pratiquement un jeu de chaise musicale. C'est tentant de dire ça, c'est séduisant ou alors c'est un peu hors sol ? Non, il serait utopique de penser, quand Neymar dit « je veux Messi », qu'il y ait Mbappé dans ce trio. Pour le coup, ça, c'est impossible. Il va aller où, Mbappé ?
Potentiellement, il est courtisé par le Real Madrid, jusqu'à preuve du contraire. Donc, si jamais il y a C'est quoi le prix de Mbappé Aujourd'hui, 250-300 millions d'euros. Mais après, le Real a les moyens là, de mettre 300 millions d'euros sur Mbappé. C'est pour ça qu'Étienne, c'est pour ça que si Messi... mais ça compte quand même. Mais bien sûr, c'est pour ça que si... C'est pas juste... voilà, Mbappé va aller au Real, et donc lui, il va aller là, et puis lui, il va aller là. Ouais, mais je fais une chose... C'est bien, Étienne, parce que j'ai absolument pas dit ça, mais c'est pas grave. Non, mais Giovanni, c'est votre Yoda, hein. Vous êtes le Padawan, ne l'oubliez jamais. Attendez, parce que... Étienne, en fait, tu peux même pas commencer ta phrase, qu'il te coupe 4 fois. Giovanni, allons-y, vous allez vous faire directement couper par Eric. Ce que je veux dire, c'est qu'en cas de départ éventuel de Kylian Mbappé... tu mets un peu de conditionnel maintenant. J'allais le faire, mais tu m'as pas laissé le faire, Étienne. Et évidemment que Messi est une cible de choix et que fatalement, si tu perds une étoile, en amener une autre, c'est un plan parfait pour le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est tout. Mais personnellement, je n'y crois pas. J'y crois absolument pas parce que le plan du Paris Saint-Germain, c'est de prolonger Neymar et Kylian Mbappé, et que leur détermination, c'est ça. Il y a aussi un contexte d'âge. Lionel Messi est beaucoup plus âgé qu'Mbappé. Économiquement, il faut mieux garder Mbappé, il faut mieux construire autour de ces deux garçons-là. Voilà, Messi, c'est utopique. Raymond, très vite, rapidement. Est-ce qu'on est au début d'un feuilleton ou pas ? Il a lancé un feuilleton ou pas ? C'est juste un feuilleton entre nous, les médias. C'est ce que disait Étienne, il a répondu à un moment, c'est un truc d'émotion, il est obligé de dire qu'il a envie de jouer. Mais moi, je l'avais compris comme c'est peut-être parce que je suis catalan, je l'avais compris comme les Barcelonais. D'accord. J'avais compris que Neymar voulait retourner à Barcelone. Non, pas du tout. Non, on garde Neymar. Non, on n'échange rien du tout. Moi, c'est comme ça que j'ai compris son intervention. Comme le disait Florent Torchu, il y a une campagne électorale pour les... Oui, allez-y, c'est Eric qui gagne. À la présidence du FC Barcelone. Je pense que tous les candidats en lice vont faire de Lionel Messi leur cible et la prolongation de son contrat. Moi, je miserais davantage dans cette situation post-Covid, qui n'est pas encore complètement post-Covid, que chacun reste un petit peu là où il est. Ah oui, hier, sur le plateau de l'équipe du soir, sortie remarquée de notre chroniqueur Johan Mikou sur Kylian Mbappé. Pour Johan, Kylian plafonne. Écoutez-le. Mais je trouve que son attitude n'est pas à la hauteur du joueur qu'il veut être. Et moi, ça commence à vraiment me fatiguer, parce que je trouve que depuis un an, il y a certains joueurs qui étaient en dessous de lui, qui deviennent, pour moi, plus intéressants pour l'équipe, et même pour eux. Il y a une vraie progression. Et Mbappé, il n'y a plus de progression. Johan Mikou a-t-il raison ? Non, c'est le mot suffisance. Pour moi, il se neymarise. Ça veut dire que depuis que Neymar est venu, se disant qu'il est à la même table, au même niveau, il joue avec, on va dire, facilité. Donc pour moi, il se laisse distraire. Son football lui échappe et il a besoin de retourner à l'école du soir, aux études, pour retravailler. Parce qu'il doit travailler, comme l'a fait Ronaldo. Parce que je compare pas ces deux joueurs, mais ce sont quand même des joueurs de couloir qui peuvent revenir dans l'axe, jeunes, rapides. Il est très loin. Ronaldo était un fou de travail. Il avait un jeu de tête, Mbappé l'a pas. Il doit progresser dans son jeu de petit périmètre. Il pourra pas tout le temps prendre de la vitesse et comme on l'a vu à Monaco, au PSG, dribbler, marquer. Ça, je suis d'accord avec. Mais c'est pas de la suffisance. Moi, je pense qu'il s'est laissé endormir par ce côté vous direz de la suffisance. Vous êtes 4. C'est pas de la suffisance. J'ai pas l'impression, quand je le vois, d'un mec qui me fait vomir. C'est de l'insuffisance. Non, il s'est laissé porter dans les étoiles au même niveau que Neymar. Et ça, voilà, ça s'échappe. C'est terminé. C'est pas terminé. Ah bon, je continue. Non, je croyais que c'était. Parce que là, tu te répétais. Donc, Eric Blanc se neymarise-t-il la musique. Eric Blanc se neymarise-t-il. Ça sera évidemment la suite de l'équipe du soir. À tout de suite. Bon, non, on a une dernière partie ultra courte mais petite. Donc personne ne fait des Rico Blanco de la Pata. Hein. Ça, c'est impossible. Vous écoutez, Eric. Vous écoutez. Tu es encore là, Eric. Eric est avec nous, Raymond, Giovanni, Étienne et la présidente. Voilà, une présidente autoritaire, Mélisande Gomez. On était en train de parler de Kylian Mbappé. C'était Johan Mikou qui nous disait qu'il y a un an, il pêche un peu par suffisance, il plafonne. Ce soir, Bertrand Latour a rencontré Didier Deschamps. Il est arrivé, Kylian plafonne. On écoute la réponse ? On y va. Vous avez des sujets passionnants. S'il stagnait au niveau de Kylian, il peut aller au-dessus, mais... Vous trouvez plus fort qu'en 2018 ?
il n'est pas moins fort. Ça arrive, je le répète, ça arrive à tous. Les attaquants, ils vivent par le but et quand ils sont sevrés de but pendant une certaine période, forcément, ils sont pas totalement heureux. Mais de là à dire que Kylian est moins fort qu'il y a 2 ans, non. Il est aussi fort, si ce n'est plus fort. Giovanni ? Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que qu'il ait une panne de but, moi qui marque moins, c'est pas ça qui me dérange, c'est le contenu des matchs. Et c'est pour ça que l'analyse de Jo, elle est très bonne. C'est tous les petits détails qui font que Mbappé ne progresse pas et ne respecte plus le jeu. La dernière action où il tire, où il la donne pas à Neymar, c'est un symbole de tout. Si on inverse le débat... Pour moi, c'est pas le bon exemple, celui-là, mais bon. Ah oui, mais moi, je suis juste... Si c'est Neymar... Vous êtes ensemble, hein. Non, mais si Neymar ne la donne pas à Mbappé, qu'est-ce qu'on entend? C'était plutôt oui également. Et c'était sur ça d'ailleurs, on en a parlé avant l'émission de Joan Micou sur la démonstration à la 89e minute, là, quand il décale sur cette action-là, je suis pas totalement convaincu. C'est vrai qu'il part de très loin. Et finalement, si on regarde l'action, en bout d'action, le dernier défenseur qui est au centre est occupé pour essayer de bloquer Neymar, à qui pense que Mbappé va faire la passe. Et ça ouvre une possibilité de tir à Mbappé. Donc cette action-là me choque pas. Mais sinon, sur le reste, je suis d'accord avec ce que dit Jo et ce qui a été dit donc à peu près par tout le monde, mais même par Rico qui se némarise, mais je trouve que c'est une bonne formule. Il se némarise et que je trouve qu'il y a un mauvais exemple qui lui est donné par Neymar et qu'en tout cas il a été prendre les mauvais côtés de Neymar plutôt que de prendre les bons. Et Neymar, lui, il est capable de gérer son match avec des mauvais côtés comme ça, mais en ayant de telles fulgurances et quand même aussi un sens collectif malgré tout, et que je trouve que le sens collectif, Mbappé le perd terriblement. Et ce que dit Jo, par exemple, je l'ai vu, mais dans des dizaines de matchs où Mbappé, par exemple, voit quelqu'un venir dédoubler dans son dos, la donne pas. Il la donne pas parce que c'est pas Neymar, parce que c'est Baker, parce que c'est Pierre, Paul ou Jacques, et on voit ça dans son attitude. Donc Rico dit il n'y a pas de suffisance. Moi, je trouve qu'il y a un petit peu de suffisance dans l'attitude générale qu'il a. Raymond Domenech, on a le sentiment que Kylian Mbappé a plus désormais aujourd'hui un projet, on va dire un peu individuel, session des stats. Est-ce que ça, dans une carrière comme ça, pour les joueurs de cet acabit-là, ça arrive? C'est un peu logique, c'est un peu la suite logique. Oui, c'est logique, c'est ce que je pensais. C'est vrai que son sens du collectif, Etienne a raison, il le met un peu de côté. On le voit dans les matchs de championnat. Je veux dire, tout le travail défensif, il l'a totalement oublié. Il reste là entre deux eaux pour pouvoir vite reprendre le ballon, partir et aller marquer. Certains matchs de Coupe d'Europe, il se rend compte que ça suffit pas. Hier, il en a fait un tout petit peu plus. Mais c'est vrai que dans son idée, on le sent, on le voit. Il n'a qu'une envie, lui, c'est ses stats. Il veut marquer. C'est même pas dire les passes décisives, c'est vraiment quand il est excentré qu'il est obligé. Mais dès qu'il se rapproche de l'axe, il veut marquer. C'est un attaquant. Mais il oublie un petit peu, je trouve, le collectif et il fait plus les efforts qu'il faut. Il devrait prendre les bons modèles. Et le bon modèle, c'était Ronaldo, ça, de ce côté-là. Virginie, vous avez un œil du côté de Nice avec la conférence de presse de Patrick Vieira? On va l'écouter, Patrick Vieira, à l'issue de sa défaite ce soir. Un journaliste lui demande s'il est fragilisé après cette élimination. Voilà ce qu'il répond. Fragilisé, je pense qu'un entraîneur, il est toujours fragilisé à partir du moment où il est dans une phase comme la nôtre. À partir de là, on était de bonne intention dans cette compétition. On avait envie de bien faire, on avait envie de sortir du groupe. Mais malheureusement, on s'est peut-être vu un peu trop beau par rapport à ce qu'on était capable de produire. Demain, on sera là. Marseille joue. Et on vous embrasse. À demain.